Pamphlets, sculptures, dessins, de tout temps la caricature a laissé des traces dans notre histoire. Depuis des siècles, les artistes se sont emparés de ce genre, qu'ils soient en Italie, en Angleterre, en France ou en Allemagne. Ils ont inventé une caricature sociale ou politique qui, bien des années plus tard, donnera naissance au journal satirique Charlie Hebdo. Avec le crayon de Camille Besse, dessinatrice de presse, voyage au cœur de cet art jugé mineur et qui a su s'imposer au cours du temps. Première étape de notre périple, l'Angleterre. En 1688, elle connaît sa glorieuse révolution, une révolution pacifique. Le roi Guillaume d'Orange monte sur le trône. Le pays connaît alors un grand élan de liberté sans égal en Europe. Il va bouleverser le siècle suivant. Au XVIIIe siècle, une forme de liberté politique va s'instaurer en Angleterre qui va probablement permettre l'apparition, ou en tout cas le développement de la caricature anglaise. Tous les éléments sont réunis pour permettre véritablement l'apparition d'un genre nouveau, à la fois en raison de cette liberté politique, mais également d'une presse de plus en plus importante et un intérêt pour la chose publique qui est également en train de s'accroître. Un homme va marquer cette époque, William Hogarth. Peintre et graveur, il est considéré comme le père de l'estampe satirique. Il ne se considère pas comme un caricaturiste parce qu'il ne veut pas jouer de l'exagération de la nature. En revanche, il trouve que la nature, parfois, est exagérée et c'est ce qu'il veut reproduire dans ses dessins et ses gravures et éventuellement dans ses tableaux. Personne d'autre que lui n'a mieux caractérisé les mœurs scrapuleuses, les bas-fonds, le vice. La carrière d'une prostituée en particulier, c'est une série donc de tableaux qui a ensuite été gravés. C'est l'arrivée à Londres d'une jeune femme qui va être happée par la vie londonienne et qui va finir prostituée dans un état misérable. Et il y a une forme de satire ou en tout cas un regard un peu acerbe sur les mœurs de l'époque, que ce soit les plus riches ou les plus pauvres. Longtemps considérée comme un genre médiocre par les peintres, la caricature devra attendre quelques années encore pour s'imposer. Dans le sillage de Hogarth, James Gillray relève le trait. On le surnomme le prince de la caricature. Au début du XIXe siècle, le trait satirique Made in England va doucement s'estomper. Et c'est de l'autre côté de la Manche que la caricature va désormais s'affirmer. En France, la caricature existe, mais elle est encore très frileuse politiquement, stérilisée par la censure. 1830 va marquer son avènement. Une révolte? Non, sire, la caricature. En juillet 1830, on a une révolution qui met dehors Charles X et qui le remplace par un roi bourgeois, Louis-Philippe, qui est censé être plus démocrate et qui légalise finalement la liberté d'expression et notamment la liberté d'expression pour le dessin. La caricature est dirigée par Charles Philippon, un dessinateur entrepreneur. Dans ce journal d'un genre complètement nouveau, tout est satirique et politique. C'est lui qui a donné en fait ce ton de plus en plus combatif. Alors il faut dire que très vite en fait, la caricature est saisie. Ce sont évidemment principalement pour des caricatures visant Louis-Philippe. Le pouvoir ne supporte pas qu'on représente Louis-Philippe dans une situation de satire et de moquerie. Mais finalement, à la fin de 1831, on a des condamnations et on va avoir de la prison.
Et cette prison va en fait radicaliser l'ensemble de la rédaction, l'ensemble du journal. Et donc, le journal devient un organe de combat républicain pour essayer d'ébranler le régime. Le roi représenté en simple maçon qui a oublié ses promesses de liberté, c'en est trop. La caricature est condamnée une fois de plus. Mais ce procès fera date. Pendant ce procès, en fait, Philippon va essayer de faire une démonstration. Donc, il est face à ses juges et il va réaliser ce qu'on appelle une croquade, un croquis, sur lequel on voit 4 étapes. La première étape, c'est un portrait de Louis-Philippe et la dernière, c'est un dessin d'une poire. Et entre les deux, évidemment, il y a la métamorphose de Louis-Philippe en poire. Et il dit, si vous me condamnez pour avoir représenté Louis-Philippe, eh bien regardez comme cette poire ressemble à Louis-Philippe ou Louis-Philippe ressemble à cette poire, il va falloir aussi condamner tous les dessins qui ont une forme large dans leur base et haute à leur sommet, et finalement tous les dessins de poire. Est-ce que vous auriez envie de faire ça ? Quelque part, il essaye de faire une démonstration par l'absurde. Une croquade qui va faire mouche. Dès le lendemain, l'effet poire est lancé. Très très vite, en fait, les journalistes reprennent l'idée, les rédacteurs, et puis on voit bien que dans la rue, ça amuse les lecteurs, qui ne sont pas très nombreux, les lecteurs des journaux, et au-delà du journal, on se rend compte assez rapidement que des graffitis apparaissent sur les murs de Paris qui représentent cette poire et qui représentent Louis-Philippe en poire, mais on en constate aussi en province, c'est-à-dire que la police relève dans des petites villes de province des caricatures de poire. Et donc, la poire devient le symbole de la lutte des républicains contre le régime détesté. À la même époque, au milieu des feuilles volantes, un journal va naître et devenir une référence en Europe. Le Charivari, lui aussi créé par le bouillonnant Philippon. Un journal qui va durer plus de 100 ans. C'est le premier journal quotidien satirique illustré au monde. Il y a une espèce de fascination de pouvoir produire une image par jour. C'est un journal d'expérimentation et qui va surtout compter en fait dans sa longévité. C'est vraiment le journal satirique emblématique de la France qui va inspirer nombre de journaux à l'étranger.